Merci de nous écouter sur e-radio et de nous suivre sur e-TV. Bienvenue dans le jury du dimanche. Le JDD reçoit ce dimanche 19 octobre 2025 Thierno Bokoum, président du parti Agir les leaders et anciens députés. Thierno Bokoum, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, Thierno Bokoum, nous avons récemment entendu la déclaration de la directrice générale du FMI se prononcer sur la dette cachée. On parle de mis-reporting. Aujourd'hui, comment analysez-vous cette situation après un an, presque 8 mois? Oui, d'abord, il faut dire que c'est tout un processus. Il y a eu des déclarations ou en tout cas un communiqué où le FMI parle de déclaration erronée. Aujourd'hui, la directrice nous parle de dette cachée. Demain, ils vont devoir être avec le Sénégal pour voir comment mettre en place un programme. Donc nous attendons, nous suivons de près toute cette évolution sans pour autant savoir ce qu'il va en advenir plus tard. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on parle du FMI qui a l'habitude d'enrober ses communications dans un style diplomatique. Mais le plus important, c'est qu'on puisse savoir ce dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'on doit, par rapport à cette dette dont on parle, identifier plusieurs acteurs. Nous pensons que les partenaires techniques et financiers sont importants, extrêmement importants. Également que le peuple sénégalais doit en savoir davantage. Et nous devons également évaluer, bien entendu, la position de l'État. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui en tant que peuple sénégalais? Il y a eu 3 rapports, on nous parle de 3 rapports. Il y a d'abord le rapport de l'inspection générale des finances, l'IGF. Ensuite, il y a eu le rapport de la Cour des comptes. Et aujourd'hui, on nous parle d'un rapport de Forbis Mazars, qui est un cabinet international. Jusqu'au moment où on parle, on ne sait pas ce qui a été dit dans le rapport de l'IGF. De la même manière, on ne peut pas en dire davantage en ce qui concerne le rapport de Forbis Mazars. Il s'agit tout simplement aujourd'hui de se contenter du rapport qui est le rapport de la Cour des comptes qui est aujourd'hui dépassé parce qu'on est en train d'évaluer la dette d'une manière générale. Nous pensions que c'était extrêmement important puisqu'on parle d'une dette qui est une dette souveraine qui transcende les générations, qu'on puisse informer davantage les populations, que les populations puissent être au courant de ce qui se passe exactement. Mais du point de vue de l'État, nous pensons qu'il y a eu une gestion politicienne de la dette. C'est un constat et c'est constant. N'oubliez pas que la première déclaration qui a été faite sur cette question a été faite en septembre 2024. Septembre 2024, c'était avant même que la Cour des comptes ne se prononce. La loi dit qu'effectivement, arrivé au pouvoir, il faut faire le diagnostic, mais il faudra après remettre le rapport à la Cour des comptes qui doit l'authentifier. Le régime actuel n'a pas attendu que la Cour des comptes se prononce. Il y a eu une décision de sortir avant l'heure et de mettre sur la table la question des dettes cachées et d'être dans une démarche inquisitoire. Aujourd'hui, il y a pour moi eu des conséquences néfastes par rapport au pays parce que tout simplement, on a cru s'attaquer à un régime, on s'est attaqué à un État qu'ils sont en train de gérer actuellement. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous avons eu des notations que vous connaissez. Nous empruntons très cher sur le marché de l'UEMOA et sur l'international. Il n'y a plus d'accord avec le FMI et nous continuons, bien entendu, à payer nos dettes. Il n'y a pas de changement, alors qu'il s'agissait tout simplement d'un ajustement comptable. Parce qu'il faut le dire très clairement, l'IGF, la Cour des comptes, ont eu l'habitude de sortir des rapports, de faire des recommandations, mais nous avons eu un régime qui a opté d'alerter, de crier partout qu'il y a un problème. Bien entendu, quand on dit ça à des partenaires techniques et financiers, ces partenaires techniques et financiers vont vous écouter et vont s'arrêter pour voir ce qu'il en est. Alors, il y a eu des répercussions, bien évidemment, sur l'économie sénégalaise et sur la vie des Sénégalais. Qu'en est-il du
des rapports, disons, entre le Sénégal et le FMI aujourd'hui, le FMI qui est prêt à accompagner le Sénégal dans le cadre de nouveaux programmes. De l'autre côté du régime, certains même cadres, disons, ou certaines personnalités du régime estimaient que même sans le FMI, le Sénégal peut avancer. Non, vous savez, il y a énormément de populisme dans l'approche, malheureusement. Je dis souvent, il faut la critique, il faut aussi observer la réalité. La critique, elle est normale. On peut critiquer les FMI, on peut critiquer les agents de notation, mais il faut observer la réalité. D'abord, c'est deux choses différentes. En général, on fait un parallélisme entre l'agent de notation, la posture du FMI et évidemment ce qui s'est passé au niveau de l'UEMOA avec l'appel public à l'épargne qui a permis au Sénégal d'avoir 450 milliards. C'est totalement différent. D'abord, il faut comprendre qu'avec l'UNI, on a des taux concessionnels qui vont s'étaler dans le temps, entre années, à une longue durée, et des qui sont facilement supportables. Mais la manne financière que nous offre le FMI n'est pas suffisante. Le FMI nous ouvre également d'autres portes parce que le FMI constitue un label qui permet à d'autres, comme des partenaires bilatéraux, de pouvoir avoir des liens avec le Sénégal, de travailler avec le Sénégal. Ça nous ouvre le financier international et en même temps également, ça attire les investisseurs. Nous pensons qu'il faut effectivement travailler à, évidemment, évoluer sans pour être dans des situations où on est contraint de pouvoir travailler avec certains partenaires financiers, techniques et financiers. Je suis d'accord sur ça, mais c'est dans le temps, c'est atteindre. C'est un travail à faire dans le temps. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de diversifier nos sources de financement. On ne peut pas toujours aller dans le marché de l'UEMOA, aller emprunter à des taux extraordinaires. Bien entendu, les gens vont nous prêter parce que c'est alléchant. Quand on prête à un taux de 6,95% sur un délai aussi court, mais c'est de la rentabilité, c'est du business. Et de plus souvent, les banques ont tendance à acheter ces titres et le préfèrent même à financer l'économie réelle à travers les entreprises ou les personnes privées, ce qui crée l'effet d'éviction. Et c'est même parfois dangereux pour l'économie réelle parce qu'il y a une manne financière extrêmement importante qui est demandée par l'État. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Ce que cela entraîne, bien entendu, c'est qu'on fait des emprunts pour payer des dettes, etc. On est dans un cercle vicieux, on n'en sort pas. Je pense qu'il faut travailler et réfléchir sur des ressources endogènes, pas forcément sur les recettes, parce que les recettes fiscales, il faut l'élargissement de l'assiette, mais il ne faut pas trop concentrer les choses au niveau des populations, on va y revenir. Mais il faut nécessairement considérer que la diversification des sources de financement peut nous permettre de pouvoir s'en sortir et ça nous donne du temps de nous orienter sur les mécanismes qui puissent nous permettre d'avoir des financements endogènes. Cette diversification du financement de l'économie du pays. Aujourd'hui, Moody's a dégradé la note du Sénégal. On est passé de B3 à CAA1. Est-ce que également, quelles conséquences cela peut avoir réellement sur, disons, sur la marche du pays ou même sur nos finances? Bon, d'abord, il faut dire que la dégradation de Moody's est une conséquence des décisions qui ont été prises par nos États, par le régime actuel. C'est d'abord ça qu'il faut noter. Ça n'a été qu'une conséquence qui va évidemment entraîner d'autres conséquences. Pourquoi ça a été une conséquence? Parce que tout simplement, il y a eu l'option de ne pas considérer que nous sommes dans une situation d'ajustement comptable, de pouvoir se dire, écoutez, il y a des dettes qui sont supportées par certaines entreprises, ça risque de leur poser problème. Nous allons reverser ces dettes-là dans la dette publique. Ça a été fait dans plusieurs pays. Et en France, ça a été fait. Quand on prend la dette de SNCF de 35 milliards, et il y a eu une réforme ferroviaire en 2018 qui a permis à la France de réintégrer la dette au niveau de la dette publique. Et pourtant, Eurostat qui régule la dette a tout le temps dit que lorsqu'il y a une structure à vocation économique de l'État, il faut que sa dette soit gérée directement par l'État. Donc ça se passe également en Afrique du Sud. On a vu avec Escom, c'est 13 milliards de dollars, ainsi de suite, qui sont des montants faramineux, quoi qu'on puisse dire. Alors maintenant,
Si on prend l'exemple du Sénégal, on aurait pu effectivement, au fur et à mesure, régulariser sans pour autant avoir une gestion aussi catastrophique de la dette. La conséquence, elle est là. Les notations, cela découle non seulement de la situation macroéconomique du pays, mais également cela découle des propres déclarations de nos dirigeants actuels. Vous avez tous entendu le président de la République qui a dit que nous n'avions pas assez de marge, le Premier ministre qui parle de 4e sous-sol, le ministre des Finances qui parle d'un bateau trouvé partout, etc. Donc c'est une situation réelle qui a été décrite de cette manière par les autorités actuelles. Ça a une conséquence, bien entendu, sur la... Maintenant, la notation, ça va effectivement jouer sur les obligations, ça va également jouer sur les titres, ça va surtout jouer sur les investissements. Parce que je le dis souvent, lorsque l'État se permet de dire non, ça ne s'est pas passé comme ça, nous avons fait des efforts, etc. Je dis, nous ne sommes pas propriétaires des investisseurs ou de ceux qui achètent nos titres, etc. Ces gens-là vont plus prêter attention aux agences de notation qu'à une plaidoirie de l'État sénégalais. Donc je pense qu'il fallait penser à tout ça. Malheureusement, c'est la situation actuelle que nous vivons. D'économie toujours, vous l'avez certainement lu, le projet de budget de l'année 2026, on parle de 7 000 milliards de francs CFA. Vous avez certainement parcouru quelques lignes de ce projet de budget. Est-ce qu'il est rassurant selon vous? Bon, d'abord, moi, j'ai envie un peu de savoir, on aura ce budget jusqu'à quand? Parce que n'oubliez pas que nous avons entamé des négociations avec le FMI et le FMI va venir avec des conditionnalités. Qu'est-ce qu'il en sera exactement? C'est pourquoi nous sommes en train de respecter le calendrier légal qui fait qu'on est obligé de mettre un budget, etc., etc. Mais aujourd'hui, du point de vue de la lisibilité, de la visibilité, des perspectives, nous ne savons pas encore où nous allons. Parce que d'une part, il y a eu le plan de redressement économique et social où on dit on ne veut pas du FMI, ça va être des ressources endogènes, et d'autre part, on va écrire au FMI pour leur dire bon, écoutez, il faut venir nous aider, etc. Il ne peut pas y avoir d'incidence de tout ça. Et effectivement, quand le FMI va s'asseoir avec l'État sénégalais, il y aura des conditionnalités. Et c'est là où nous devons être vigilants, parce que le FMI a toujours rêvé qu'on puisse davantage accroître les recettes fiscales. Bon, là, on a vu que l'État essaie de faire des efforts dans ce sens, pas en élargissant l'assiette. Moi, je ne considère pas que c'est un élargissement de l'assiette. C'est des doubles taxations. On est en train de tout remettre sur le dos des populations. Ensuite, il y a surtout la question des subventions. Les subventions devaient être levées d'après le FMI. Est-ce que l'État va aller dans ce sens? En tout cas, il y a eu un début de décision dans cette situation. Nous avons tous entendu le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, dire qu'on va lever les subventions, mais on ne va pas le faire d'une manière brusque, etc. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin, ce qui est complètement absurde. Parce qu'il y a le principe du ruissellement dans notre pays. Nous savons tous, quand on touche à quelqu'un, on touche aux autres, sans compter le fait que les hydrocarbures jouent beaucoup sur le coût de production. Et quand ça joue sur la production, ça va jouer sur les prix. Les prix vont se répercuter sur les populations, vont être répercutés sur les populations. Donc, je pense que quel que soit Alpha, si on lève les subventions, les populations vont le sentir amèrement. Donc, nous devons être vigilants sur ces questions. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, nous allons tout droit vers une loi de finances rectificative pour prendre en compte ce qui a été décidé avec le FMI. Mais si on prend en compte ce projet de loi de finances, on voit nettement il y a cette volonté d'aller vers une pression fiscale. Nous avons tous vu que la pression fiscale a quitté 19,3% pour atterrir à 23,2%, dépassant la norme exigée par l'UEMOA qui est de 20%. Et nous avons tous constaté que de plus en plus, ce sont les populations qui sont taxées. Et malheureusement, parallèlement, il n'y a pas assez d'efforts au niveau du fonctionnement de l'État, de la réduction du train de vie de l'État. Et ça, c'est extrêmement... l'image que je pourrais donner, c'est comme si on tient à tout simplement avoir
du lait de la vache sans pour autant la nourrir. C'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas d'investissement public assez. Quand on fait des coupes budgétaires, on les fait au niveau de l'investissement. On l'a vu avec la loi du cadre 2025, c'est près de 300 milliards. On ne fait pas de coupes budgétaires au niveau du fonctionnement de l'État. Donc, il n'y a pas d'investissement. Quand on parle de la dette du secteur privé, ça c'est un acquis. Ça veut dire que c'est du travail déjà fait. On doit parler de perspective. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer le secteur privé et ne pas aller en Chine dire aux Chinois venez travailler, aller en Turquie dire aux Turcs venez travailler, alors qu'ils font la même chose que ce que les Français font faire. Il n'y a pas d'effort il n'y a pas d'effort en termes d'investissement public, il n'y a pas de travail, le bâtiment, les BTP, ça pose problème. Donc il y a énormément de problèmes qu'il faut régler avant d'arriver à une pression fiscale qui risque véritablement de peser sur le dos des populations. Et tantôt, par rapport à la taxation, on a vu certaines structures privées ont donc sorti des notes pour prévenir quand même les clients par rapport à cette taxation. 1% du droit de terme qui va être versé au Trésor. C'est dans le cadre donc, de la mise en œuvre du plan de redressement. Aujourd'hui, comment apprécier quand même cette taxation là vis-à-vis des populations? Moi, je pense que c'est une forme de trahison. Je pense que ceux qui sont venus au pouvoir avaient promis aux populations des conditions meilleures. Ils n'avaient jamais prévu, en tout cas, ils n'avaient jamais expliqué aux populations qu'une fois au pouvoir, nous allions préserver nos propres privilèges et nous allions tout mettre sur votre dos. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de financement en train de vie, c'est de financer un train de vie sur le dos des populations. C'est exactement cela. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est dans le cadre du budget, il y a des dépenses qui sont flexibles, qui peuvent être changées. Qui peuvent, par exemple, quand je dis de coupe budgétaire sur les investissements, c'est parce qu'on peut investir sur certaines questions, on peut renoncer à l'investissement. Par contre, le fonctionnement, il y a rarement des marges de coupe budgétaire. Si on maintient le ça veut dire tout simplement qu'on maintient un train de vie de l'État et qu'on est obligé, puisqu'on est dans une situation de déficit budgétaire, on est obligé à chaque fois qu'on a de les maintenir un fonctionnement de l'État. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Quand ils parlaient de la situation actuelle du pays, ils avaient commencé par dire qu'il n'est pas question qu'on puisse avoir des fonds politiques dans ce pays-là. C'était haram et tout. Ils l'ont dit très clairement. Nous pensions qu'ils allaient mettre l'accent sur ces aspects-là, les fonds politiques, les privilèges de l'État, le train de vie de l'État, et ainsi de suite, réorienter les ressources naturelles, parce qu'aujourd'hui, le pétrole et le gaz, on n'en parle plus. Si on fait une projection en termes de croissance, c'est parce qu'il y a des hydrocarbures. Je disais souvent que le régime passé n'avait pas d'hydrocarbures. Nous avons un régime qui a les hydrocarbures, qui a une manne financière, qui n'en parle pas, qui a un fonds intergénérationnel qu'on ne voit plus et qui ne communique pas sur ça. Et aujourd'hui, qui fait tout pour maintenir un train de vie de l'État au détriment des populations, c'est quand même inacceptable. Je trouve que c'est une forme de trahison inacceptable. De la justice, c'est pour évoquer d'abord la mise en accusation de l'ancien président de la République, Macky Sall, un député, un membre du groupe parlementaire PASTEF, avait introduit cette requête au niveau de l'Assemblée nationale. Récemment, le président du groupe parlementaire PASTEF a estimé que le projet de mise en accusation est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Dans ce contexte-là, vouloir mettre en accusation ou poursuivre un ancien président de la République, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne solution? Non, écoutez, je ne parle même pas de méthode ou de solution. Je pense qu'ils ne sont ni dans la méthode ni dans la solution. Ils sont dans de la diversion. C'est aussi simple que ça. Il faut être clair. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas cacher des carences derrière des accusations. Depuis ils mènent des accusations à n'en plus finir. Par exemple, mais Mamadou, vous avez envie de savoir où se trouve le compte de 1000 milliards. Nous avons tous envie de savoir où est-ce qu'on en est. Parce que à taxer alors qu'on a 1000 milliards quelque part, mais ça pose problème. Donc, il faut qu'ils arrêtent cette tendance à vouloir
nous désorienter, nous mettre sur des faits divers, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, tel acte, tel prix, telle chose, tel truc. Je pense qu'il faut nécessairement, c'est de les pousser à aller au travail. Je pense que le fait même de parler de cette mise en accusation, c'est une manière un peu d'encourager la diversion, et nous ne pouvons pas continuer d'encourager la diversion. S'il y a des choses qui reprochent à l'ancien président de la République, donc à les mettre sur la qu'on puisse les voir. Sinon, ils n'ont qu'à aller travailler. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas le temps d'être divertis. Nous avons besoin de voir nos dirigeants à l'œuvre. Nous avons envie de savoir s'ils en veulent vraiment, s'ils veulent vraiment nous sortir de cette situation qui est une situation assez difficile. Nous essayons d'avoir, de ressentir cela. Nous ne le ressentons pas. C'est ça qui est le plus important. Nous avons envie de savoir qu'ils vont venir au secours des populations, mais pas tous les jours essayer de nous divertir. Ça ne nous intéresse pas. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas rompre avec la tradition républicaine. Dans l'histoire du Sénégal, aucun ancien président de la République n'a été poursuivi ou même mis en accusation et jugé. Non, ce sont des menaces. C'est une forme de mettre une épée de Damoclès sur la tête de tous Sénégalais. Vous l'avez tous vu sur la liberté d'expression. Il y a une épée de Damoclès sur la tête des gens. Vous devez vous censurer, vous ne devez pas parler d'une certaine manière. Pour ce qui est de l'ancien régime également, on va vous mettre en prison, etc. Ça, c'est une manière de cacher des carences. Je le dis encore une fois, nous ne voulons pas être divertis, nous n'avons pas envie d'être divertis, nous n'allons pas alimenter la diversion, nous avons envie de les voir à l'œuvre et nous serons appréciés à l'œuvre de toutes les façons, pas davantage divertir les Sénégalais. Les Sénégalais commencent à ressentir la crise. C'est chaud dans les maisons, c'est chaud dans les lieux de travail. Ils ont tout intérêt à travailler. Ça, c'est un conseil que je leur donne. La justice, vous l'avez peut-être tantôt touché également. Il y a cette judiciarisation de l'espace politique, si on peut l'appeler ainsi, la multiplication des convocations à la cybersécurité ou même à la division des investigations criminelles par rapport au recul des libertés. Est-ce que vous avez l'impression que le régime actuel fait la même chose que l'ancien régime où la rupture promise est en marche? Bon, d'abord, je voudrais en profiter pour renouveler ma demande pour la libération de Badara Gadiaga, pour la libération de Abdou Nguer, pour la libération de Soya Diagne, qui sont également politiques parce qu'accusés sur la base vraiment d'accusations très, très discutables. D'ailleurs, la preuve, à chaque fois que leur dossier est chez un juge, ils sont libérés d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense fondamentalement aujourd'hui la liberté d'expression est menacée. Et ça a été menacé depuis l'opposition. En Wolof, on dit nous avons tous vu depuis l'opposition, il y avait ce matraquage, il y a pareil de propagande qui voulait imposer une pensée unique. Et c'est cette même démarche que l'on voit aujourd'hui au pouvoir. Ça n'a pas changé. Donc, nous pensons que quand même, il y a eu un héritage dans ce pays. C'est plusieurs générations qui se sont battues la démocratie dans notre pays, que l'état de droit soit respecté, que la liberté d'expression soit respectée. Aujourd'hui, on se rend compte que pour un rien, on est mis en prison pour fausses nouvelles. Même quand on insinue, on est en prison. On a vu tout ce qui s'est passé avec Soya Diagne. Nous avons tous lu son poste, personne n'a compris ce qu'il a voulu dire. Mais bon, on va dire non, finalement, c'est exactement ça que tu as voulu dire. On va lui mettre dans sa bouche ce même qu'il aurait dit. Donc, voilà où nous en sommes. Personne n'échappe à leur police, à leur justice, personne n'échappe à leur prison, à moins qu'on se taise tous, alors que c'est impossible, il n'est pas question de se taire. Je pense qu'ils doivent accepter la critique. C'est normal qu'ils ne puissent pas, en quelque sorte, on peut comprendre qu'ils ne puissent pas l'accepter parce qu'il n'y a pas de résultat. Le résultat peut cacher beaucoup de choses. Hein. Vous savez, quand vous faites des résultats, les autres qui parlent derrière vous ne sont pas entendus, ne sont pas audibles. Mais quand vous n'en faites pas, évidemment, vous avez peur des critiques, et parce qu'ils ont peur des critiques, ils mettent les gens en prison. Nous leur demandons de rebrousser chemin. Ce n'est pas une bonne voie. Ça n'aboutira à rien du tout, parce que les gens vont continuer à donner leur point de vue.
ça n'aboutira à rien du tout parce que ça va se retourner contre eux de toutes les façons. Je pense qu'ils doivent définitivement rebrousser chemin, mettre en place la démocratie, l'état de droit, qui est un acquis démocratique. C'est un acquis, c'est plusieurs générations qui se sont battues. Maintenant, avoir d'autres défis, notamment le défi économique, travailler à cette situation. On a vu quand même plusieurs personnalités ont été convoquées à la suite des rapports de la CENTIF. Le dernier en date, c'est celui de Madiambal Diagne qui a été convoqué après la suite d'un rapport donc, de la CENTIF. Aujourd'hui, par rapport à la confiance que les citoyens ont vis-à-vis des institutions financières, est-ce qu'on ne peut pas craindre que les gens puissent se tourner autre que les banques, aller vers les systèmes, disons, classiques, délaisser peut-être les institutions financières ou les banques? Bon, d'abord, moi, je mettrais les principes de droit qui sont constamment violents. Il y a la présomption d'innocence, il y a le principe du contrat, qui sont constamment violents. En tout cas, dans ce processus de mise en œuvre, disons, ou de dévoiement des rapports de la CENTIF. Et on s'est rendu compte, en fait, que de plus en plus, il y a une démarche inquisitoire. Lorsqu'on se retrouve dans un rapport, c'est comme si on a fait, voilà, c'est repris un peu partout. Ensuite, la CENTIF ne procède pas de la manière qu'on puisse le principe du contradictoire. La personne n'est pas entendue. C'est un rapport qui est fait, qui est destiné au procureur directement. Après, il y a un juge d'instruction qui est saisi. Le procureur aussi, le plus souvent, fait un réquisitoire. Et on se rend compte que de plus en plus, on accuse des gens, ils ont pris tel. On a vu, on parle de 5 milliards à 200 millions pour un chanteur. On parle de 20 milliards, en l'occurrence Wally Seck. On parle de 1 milliard à 1 milliard pour ce qui concerne Madiambal Diagne, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en avant les principes de droit qui protègent tout le monde, notamment le principe de la présomption d'innocence. La personne, elle est innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été démontrée, hors de tout doute lors d'un procès. C'est ça la présomption d'innocence. Il faut également que l'on mette, qu'on l'on facilite le principe du contradictoire, que la personne puisse se défendre. Et après, maintenant, on pourra avoir une idée de tout ça. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, à la une des rapports, incriminer des gens, les accuser de tous les noms. Je pense que ce n'est pas juste. Et je le dis souvent, ne pensez jamais que la justice des vainqueurs restera une justice qui va demeurer entre les mains des vainqueurs. Les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus de demain. Donc il faut savoir transcender ces questions, juste avoir une justice qui puisse faire son travail convenablement. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra avoir un état de droit et une démocratie. Mais ce n'est pas de cette manière cavalière de vouloir vaille que vaille incriminer des gens, être dans une démarche inquisitoire, ce n'est pas normal. Sur le climat des affaires, avec les rapports de la CENTIF, est-ce que peut-être quelque part, quand vous êtes homme d'affaires et que vous voyez les rapports de la CENTIF, est-ce que ça ne fait pas un petit peu peur? Il y en a même qui ont beaucoup réfléchi sur les rapports de la CENTIF et le secret bancaire. Il y a évidemment énormément de travail à ce niveau. Il y a une subtilité à gérer. Moi, je suis pour la transparence. Je suis pour que l'État puisse savoir ce qui se passe. Vous savez, nous sommes entourés de pays où il y a des conflits, il y a énormément de mécanismes en termes de financement qui font que l'État doit être vigilant par rapport aux transactions. C'est normal. Mais quand on va jusqu'à maintenant, aujourd'hui, dans notre pays, accuser des gens parce qu'il y a eu un transfert de Wave, un transfert de trucs, parce qu'il faut tout simplement renforcer un dossier, parce qu'on veut tuer, on veut en tout cas mettre de côté un adversaire politique. Mais l'incidence est une incidence économique, et vous avez fait de le souligner. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes en économie, il y a des réflexes en tout cas dans le milieu des affaires, et qu'on peut être arrêté 1 million, 5 millions, 2 millions, etc. Et ça crée évidemment des réflexes. Ce qu'on oublie, c'est que nous sommes dans des structures économiques où il y a l'informel. Ça également, moi je pense que le gouvernement doit davantage réfléchir
en tout cas, mettre en place des mécanismes en tenant compte de la réalité. Nous sommes une structure où il y a l'informel. C'est-à-dire que l'informel occupe à peu près 90 à 95% de la population active. Ça veut dire que ces gens-là ont parfois des contrats, l'habitude d'avoir une traçabilité, ils vendent, ils achètent, etc. Ils ont le réflexe d'aller déposer à la banque, ils ont le réflexe d'aller déposer sur Wave, monnaie, etc., pour ne pas les citer. Donc, si on veut le faire croire être judiciable, ça peut vous amener à la police, mais ils auront le réflexe de ne pas les déposer à la banque, donc de ne pas permettre qu'une forme de redistribution des richesses, que l'argent puisse aller dans d'autres mains. Et ça, évidemment, sera une incidence sur l'économie. Je pense de mesures qui tiennent tout simplement du populisme et de la volonté de dire oui, nous sommes là, nous allons les problèmes. Alors qu'ils ne tiennent pas compte de l'économie. C'est pourquoi je dis souvent que ils sont le plus dans une démarche budgétaire, financière, que dans une démarche économique. Ils peuvent dire, oui, ça nous rapporte tant, ça va nous permettre d'avoir tant, mais ils ne voient pas les conséquences du point de vue économique. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça ne pas avoir une vision prospective. Et c'est ça qui est très dommage par rapport à ceux qui nous dirigent et qui de plus en plus révèlent une forme de déformation professionnelle. Nous restons toujours dans le cadre de la justice. Je rappelle, Thierno Bokoum, ancien député président, Agir les leaders et l'invité du jury du dimanche. Les enquêtes sur les événements de mars 2021 à 2023 ou 2024, on a vu que les auditions ont démarré pour faire la lumière sur ces événements. Finalement, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Je précise une chose, c'est que cette affaire-là est très sérieuse. Est très sérieuse. Pourquoi je le dis? Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui se sont battus pour qu'il n'y ait jamais de loi d'amnistie. Il faut rendre compte, il faudra qu'on puisse déterminer les responsabilités. Plus jamais ça. Et je pense que c'est un combat qui me tient, moi, personnellement, à cœur. Maintenant, il y a malheureusement une utilisation de ce combat à des fins politiques le plus souvent. Et il y a une manière assez compliquée de le traiter et qui est extrêmement dommage. Et pourquoi moi je suis très très gêné quand je parle de cette question, parce que ce sont des populations qui sont sorties au nom d'un projet. On leur avait dit que le combat allait être mortel, que le mot n'était pas de trop. On leur avait dit qu'il faut augmenter la pression. Ils sont sortis, il y en a qui ont été tués. Ça ne justifie pas qu'on puisse tuer des gens. Mais le fait qu'ils puissent sortir, c'est parce qu'ils avaient foi en l'avenir. Ils pensaient qu'un projet devait pouvoir régler beaucoup de choses dans le pays. Je dis souvent que la première manière de leur rendre, de les honorer, c'est de respecter les engagements. Ceux qui sont là doivent d'abord respecter leurs engagements, honorer tous ces gens-là qui ont perdu la vie. Maintenant, il faut comprendre que tout est géré d'une manière assez bizarre et d'une manière plus ou moins partisane, et c'est inacceptable. D'abord, il y a eu la mention qu'après le vote de la loi d'amnistie, ils auraient au moins introduit un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous savez, la loi est... Il y avait eu un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Ça aurait permis de pouvoir tout simplement expliquer la teneur de la loi. Le Conseil constitutionnel aurait pu bien éclaircir les choses, etc. Et on n'en serait pas là jusque-là. Donc, il n'y a pas eu de recours. Je le précise. Il n'y a pas eu de recours du Conseil constitutionnel pour dire que nous ne sommes pas contre l'amnistie. Ne pas être contre l'amnistie, ce n'est pas seulement de ne pas voter pour. Ne pas être pour l'amnistie, c'est d'aller jusqu'au bout de sa logique. C'est de dire au Conseil constitutionnel, ça c'est anticonstitutionnel, nous ne devons pas l'accepter. Ils ne l'ont pas fait. Ensuite, ils avaient promis d'abroger la loi. Ils l'ont dit eux-mêmes. Nous allons abroger la loi. Une fois au pouvoir, ils n'ont absolument rien abrogé. Ils ont préféré une loi interprétative. Et figurez-vous, là, le Conseil constitutionnel nous dit, en sortant son arrêt, sa décision, nous dit tout simplement au considérant 31 que la manière dont la loi d'interprétative a été rédigée, ils ont voulu eux-mêmes protéger
des gens, des criminels. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, la manière dont la loi a été rédigée fait que lorsqu'on tue personne, et qu'on puisse l'expliquer à travers la démocratie et des libertés publiques, on est épargné. C'est ça que le Conseil constitutionnel nous dit. C'est extrêmement grave. Donc on a vu depuis très longtemps qu'il y a une manière de gérer cette affaire d'une manière particulière, de chercher à vouloir orienter les projecteurs sur des personnes, en tout cas, qui sortent de leur cadre à eux, et ce qui est très, très dommage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a eu une décision qui blanchit totalement le Premier ministre et le Président de la République sur la base de la loi d'amnistie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre, le Président de la République sont totalement amnistiés. Maintenant, tous les autres, voilà, vous allez subir les rigueurs de la loi. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Il fallait, et on peut toujours le faire complètement. C'est vrai que le Conseil constitutionnel a dit que ça ne concerne pas les tortures, les meurtres, etc. Mais nous avons besoin quand même d'en savoir davantage. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Parce que pour que ça ne se reproduise plus, il faut en connaître les sources. Il faut en connaître le soubassement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Où se trouvent les erreurs? Qui a fait quoi? Qui n'a quoi? Etc. C'est très dommage qu'on en arrive là. Maintenant, si on veut en faire une gestion partisane, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas aujourd'hui dire on va orienter les enquêtes sur telle ou telle personne, mais on va épingler ça, la justice. Ça, c'est la justice des vainqueurs, et la justice des vainqueurs, nous ne pouvons pas l'accepter. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait abroger la loi d'amnistie pour faire toute la lumière sur cette affaire une bonne fois pour toutes? Nous avons toujours dit qu'il faut abroger la loi d'amnistie, parce que ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des aspects qui n'ont pas été évoqués jusque-là. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a eu rien, donc il ne faut pas bénéficier de la loi la plus douce, ce principe. Ensuite, il y a l'autre aspect qui fait que le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur cette question d'ailleurs, les meurtres, les tortures, etc., au nom des conventions qu'on a signées, ne peuvent pas en faire partie. Mais il faut abroger. Il faut abroger. C'est-à-dire, même du point de vue symbolique, il faut l'abroger. On n'en veut pas, on ne veut pas de cette loi. Ensuite, il faudra reprendre les enquêtes, il faudra revoir tout ça. Qui a fait quoi? Qui a été responsable de quoi? Il ne faut pas être dans une démarche sectaire, une démarche partisane. Il ne faut pas être dans une démarche où on met en avant une justice partisane, une justice des vainqueurs. On n'en veut pas. Ça ne sert absolument à rien du tout. Parce qu'on ne peut pas, disons, protéger certains et vouloir s'attaquer à d'autres. Ce n'est pas cela de la justice. Nous voulons qu'il y ait de la justice. Nous parlons toujours donc de la justice, au-delà même de l'ouverture, disons, des enquêtes sur les événements de mars 2021 à juin 2023. Aujourd'hui également, vous l'avez tantôt souligné par rapport aux arrestations, par rapport également à cette judiciarisation de l'espace politique, disons, ou le débat public de façon générale. Disons, ce qui, par rapport à la liberté d'expression, vous l'avez expliqué aujourd'hui, qu'elle est en partie menacée par le régime actuel. Sur un autre cadre, disons, par rapport même disons, aux manifestations ou aux manifestations tenues par soit l'opposition ou par des membres de la société civile, ça me permet également de parler du rôle même de l'opposition. On a vu que les deux grandes manifestations qui ont été organisées ont été initiées par la société civile, le mouvement Rappel à l'ordre, le mouvement Nyolank. L'opposition, aujourd'hui, comment comprendre sa démarche? Est-ce que, entre guillemets, la société civile n'est pas en train, peut-être, de mener le combat de l'opposition?
Oui, mais permettez-moi d'abord sur cette question de condamner très fortement ce jeu de yo-yo, ce jeu de cache-cache qu'on veut nous imposer en changeant constamment d'itinéraire. Nous acceptons cet itinéraire, nous changeons, nous rechangeons, tout simplement pour décourager, pour démobiliser. Ça n'a absolument aucun sens. Les manifestations sont des baromètres. Les pouvoirs publics ont intérêt à avoir le pouls, à savoir ce qu'il en est exactement, à les autoriser et à permettre aux populations de pouvoir se mobiliser à leur guise. Donc je pense que d'abord, c'est ce que je condamne. La deuxième chose est que la société civile a toujours joué son rôle dans ce pays. Aujourd'hui, sous prétexte que la société civile est au devant de certaines manifestations, ignorer ou feindre de considérer que l'opposition existe également. L'opposition, je dis souvent les oppositions, parce qu'à mon avis, chaque leader de l'opposition, entité de l'opposition a ses propres orientations, sa propre stratégie, etc. Donc pour moi, ça ne pose absolument aucun problème. Au contraire, toutes les manifestations organisées ou les rassemblements organisés par la société civile, ce sont les rassemblements qui ont le plus porté au niveau du Sénégal. Vous avez tous vu ce qui s'est passé avec le M23. C'était la société civile qui était au devant, même s'il y a les politiques derrière. Donc c'est une démarche qu'on salue. Au contraire, nous saluons cette démarche de pouvoir avoir la société civile au devant, les autres entités et tout le monde autour des questions de principe. C'est extrêmement important. C'est au contraire à encourager. Pour ce qui est de l'opposition, des oppositions, il y a évidemment des dynamiques qui se créent de plus en plus. Vous avez tous vu avec Barthélémy Diaz et d'une manière générale Sam Sakadou, l'initiative qu'on a eue d'aller vers des chefs de parti, des membres de la société civile en vue de la création d'un large front de l'opposition. Donc il y a des initiatives qui, chaque chose à son temps, nous ne sommes pas pressés. Ce qui est important, c'est que la vivacité de la démocratie puisse être sauvegardée et vous pouvez compter sur le travail en tant qu'opposition. Oui. Alors, vous l'avez dit, il y a eu ce front que Barthélémy Diaz veut mettre en place. Il y a également un autre front, le front pour la défense de la démocratie de la République. Le front avait d'ailleurs annoncé une manifestation. Retard à l'image où, comme vous l'avez dit, l'opposition prend encore son temps, même après 2 ans d'arriver au pouvoir du parti PASTEF. Oui, parallèlement, les sorties sont fréquentes. Il y a un marquage à la culotte. Il y a une stratégie de déconstruction. Donc l'opposition ne chôme pas. Nous travaillons, nous nous opposons convenablement en étant en même temps une force de proposition et d'idées. Mais en même temps, nous serons sur le terrain et nous l'avons dit, nous travaillons à y être de toutes les façons. Ça va prendre le temps que cela prendra, mais nous comptons le faire au nom de la démocratie. Et pour cela, évidemment, les Sénégalais peuvent compter sur nous. Cette question également des inondations, on l'a vu que l'année dernière, des localités comme Bakel, comme Matam ont été touchées. Cette année également, bis repetita, la situation s'est également aggravée dans certaines zones du département de Matam. Ça touche également des zones du département de Bakel. Cette question-là, ou cette gestion même de l'inondation, est-ce qu'elle a été bien gérée par la tutelle? On se souvient de cette fameuse déclaration de l'année dernière du ministre de l'Hydraulique. Est-ce que cette année, quand même, vous sentez une démarche d'anticipation? Ce qu'il faut dire sur cette question, c'est que c'est une question extrêmement douloureuse. Nous avons vu des populations qui ont perdu leur lieu d'habitation, qui n'ont pas été secourues par l'État. Je dis souvent, dans des pays qui se respectent, lorsqu'il y a des situations comme ça, on ne laisse pas les populations se débrouiller toutes seules. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur trouver de quoi se vêtir, de quoi manger, avec quoi manger, etc. Il faut les mettre à l'abri. Il faut même dans certains cas les indemniser parce qu'il y a eu des lieux où il y a des inondations, c'est lié à des travaux de l'État. C'est lié à des travaux de l'État. Les gens n'ont pas le réflexe
saisir la justice dans des conditions comme ça, mais l'État doit même indemniser certaines populations qu'on a porté préjudice parce qu'il y a eu des travaux de l'État. Donc je pense qu'il y a un manque d'accompagnement. Mais le plus douloureux également, c'est que quand vous parlez de Bakel, je me rappelle de notre voyage à Bakel avec l'emprisonnement injuste de notre frère Bougan Gaydani, qui avait été emprisonné. Nous, notre ambition, c'était de porter secours aux populations. On a vu que la même chose s'est encore répétée cette année. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des mesures suffisamment importantes pour pouvoir freiner ce fléau. Encore que ça nous explique ce qui s'est passé avec les 8 milliards. On a parlé de 8 milliards qui ont été dépensés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment cela a été fait? Il faut de la transparence sur cette question. Il ne faut pas lâcher cette affaire parce qu'il faudra qu'on dise comment on a pu distribuer 8 milliards à ces populations-là. Ça ne va pas changer leur vie. 8 milliards, c'est une manne financière importante. Donc voilà, c'est une chose qu'il faut éclaircir. Maintenant, je le dis encore une fois, cela a été un des thèmes vraiment phares du régime actuel quand ceux qui le dirigent aujourd'hui étaient dans l'opposition. Nous avons même entendu le Premier ministre dire qu'il fallait prendre les fonds politiques, les budgets, il faut tout prendre pour le mettre au niveau des inondations, le budget de l'Assemblée nationale, les fonds politiques, etc. Aujourd'hui, rien n'a été fait dans ce sens. C'est quand même extrêmement grave. Et malheureusement, à chaque fois qu'on n'a plus de pluie, la situation se rétablit. Mais bon, d'ici quelques temps, avec l'hivernage, on va revivre la même chose. C'est un cercle vicieux, on n'en sort pas. On a envie de voir que l'État veut vraiment que cela change et on n'a pas vu cette volonté-là s'afficher malheureusement. Il y a eu une plainte qui a été déposée par Gumsobo pour faire la lumière, comme vous l'avez dit, sur ces 8 milliards de francs CFA qui ont été annoncés pour soutenir ces populations-là. Vous soutenez cette démarche? Il faut je le dis encore et je le répète, il faudra mettre la lumière sur cette question. Nous étions là-bas, nous connaissons la réalité du terrain. Bougan a bien raison d'ailleurs, il est le mieux placé d'ailleurs pour porter plainte parce que Bougan a été emprisonné parce qu'il a voulu aider des populations. Aujourd'hui, quand on leur dit non, vous ne les avez pas aidés, on vous a empêché d'accéder à elles et vous avez été emprisonné, mais derrière, nous avons versé 8 milliards. Mais lui qui connaît, qui a évidemment des responsables au niveau de Bakel, qui connaît l'endroit, il a vraiment le droit aujourd'hui, ou même l'obligation de se poser des questions et effectivement de porter plainte pour que justice soit faite sur cette question, qu'on puisse véritablement avoir l'état des lieux. Pourquoi aujourd'hui, pour certaines questions, on pense qu'on ne devrait pas les expliquer d'une manière assez claire aux populations? Pourquoi il faut toujours porter plainte, il faut toujours saisir la justice, il faut toujours saisir le pôle judiciaire financier? Pourquoi dans un pays qui se respecte, quand il s'agit de l'utilisation de deniers publics, il faut de la transparence totale? Mais à la dernière minute, on nous dit non, on a envoyé par truc, on a truc, mais ça, c'est pas... Mais ça, vraiment, il faut l'éclaircir. Moi, je soutiens totalement cette initiative de Bougan et de Gumsobo. De plainte, il y a également cette plainte du député Thierno Alassane Sall qui ne lâche pas l'affaire sur le dossier de l'Azer. Il a d'ailleurs déposé une plainte au niveau du pôle judiciaire et financier. Est-ce également le temps de faire également la lumière une bonne fois pour toutes sur cette affaire quand même qui a pris un peu de temps? Et il faut non seulement faire la lumière, mais vous avez vu qu'un responsable de l'APR a été emprisonné pour cela. Moi je dis, Mawa, que je salue de passage, moi je dis souvent qu'à la place de menacer les gens, il faut s'asseoir et s'expliquer. C'est le plus important. Thierno Alassane Sall, depuis le début, a tiré la sonnette d'alarme sur cette question. Il a été très pédagogique. Il a sorti des éléments qui, évidemment, sèment le doute dans la tête des populations. Aujourd'hui, c'est à eux d'éclaircir. À défaut d'éclaircir, il faut que la justice se saisisse de cette affaire. Je l'encourage également par rapport à sa plainte
pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est exactement. Je le dis souvent, on n'a pas forcément besoin d'aller au niveau de la justice pour avoir des informations sur des questions liées à des deniers publics. Nous avons besoin, en tout cas par respect aux populations, ils devaient s'expliquer très clairement. Puisque ce n'est pas le cas, il faudra que la justice tranche tout ça. Mais c'est dommage qu'on en arrive là. Non, effectivement, je soutiens parfaitement cette plainte du député Thierno Alassane Sall. De loin, quand vous observez le régime en place, 1 an, 8 mois à la tête du pays, quelle lecture vous faites de la gestion du nouveau régime? Oui, il faut dire que dès le début, nous avons été très, très tolérants parce que nous n'avons jamais mis l'accent, en tout cas rarement mis l'accent sur un bilan matériel. Vous l'avez tous constaté, même sur une réforme structurelle, le résultat d'une réforme structurelle, nous n'avons jamais dit au gouvernement actuel, promis de l'emploi, où se trouve l'emploi, vous avez promis une autosuffisance alimentaire, une souveraineté alimentaire, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous avez construit comme pont, qu'est-ce que vous avez construit comme édifice? Non, vous avez tous vu que nous n'avons pas l'habitude d'arriver à ça parce qu'il faut du temps. Maintenant, nous pouvons évaluer le process. C'est pourquoi à chaque fois, nous disons, vous auriez pu faire ça au lieu de ça. C'est une manière un peu de les accompagner, même s'ils ne le comprennent pas ainsi. Mais là où nous mettons l'accent, c'est sur le bilan immatériel. Et vous aviez promis aux populations, quand vous serez au pouvoir, qu'il y aura un appel à candidature par rapport au poste public. Vous l'aviez promis. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez tous vu qu'il n'y a pas d'appel à candidature. Ils ont politisé l'administration à travers la nomination de responsables de leur parti. Vous aviez dit que les directeurs des structures publiques n'allaient jamais faire de la politique. Ce sont ces directeurs-là qui ouvrent les réseaux sociaux, qui les referment, qui s'attaquent à tout le monde, qui parlent de tout et de rien, au lieu de se concentrer sur le travail. Ça n'a pas été fait. Vous aviez dit que les fonds politiques allaient être réorientés autrement. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous en profitez sans rendre compte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous aviez dit que vous alliez sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Vous ne l'avez pas fait. Vous aviez dit que votre première loi serait de criminaliser l'homosexualité. Vous ne l'avez pas fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils ont été même incapables d'avoir un bilan, ne serait-ce qu'un bilan immatériel. Alors, pour le bilan matériel, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pose de première pierre. Au contraire, ils sont dans une campagne de propagande allant dans le sens de récupérer ce que la continuité de l'État leur a permis d'avoir, c'est-à-dire d'inaugurer des projets qui ont été pensés, construits depuis l'ancien régime. C'est vrai, c'est la continuité de l'État, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que ça ne vient pas de nous. Mais nous avons vu qu'ils ont eu à filmer des choses pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà, etc. Faute de bilan. Le bilan aujourd'hui, c'est le bilan de l'intimidation, c'est le bilan de la pression fiscale. C'est ça le bilan du régime actuel. En termes de la gestion de la démocratie et de l'état de droit, c'est l'intimidation. Voilà, pas liberté d'expression, nous allons vous mettre en prison, etc. On a même vu une forme de querelle entre le président de la République et le Premier ministre sur la base de ça. Parce que le Premier ministre nous dit, s'il voulait arrêter tout ça, il allait le faire, etc. Donc, on se plaint publiquement du président de la République, pas sur la gestion du pays, sur la gestion de la dette, mais sur tout simplement, on m'a dit des choses, il faut qu'on arrête ça, qu'on efface, il faut qu'on élimine. C'est ça le bilan. L'autre bilan, c'est la pression fiscale qui s'abat sur les populations, qui fait qu'aujourd'hui, les populations, au lieu d'être secourues, les populations sont exploitées, et c'est ça qui est extrêmement dommage et triste. Beaucoup mentionné, député président Agir, les leaders nous signalent que le temps qui nous était imparti est presque fini. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Votre émission JDD touche à sa fin. Rendez-vous dimanche prochain pour un prochain numéro. Au revoir.